tenterai donc de faire quelques remarques historiques touchant la musique italienne. L'auteur d'un poème en 4 chants sur la musique, où l'on trouve beaucoup d'esprit et de talent, prétend que lorsque le genre humain commença, vers le XVIe siècle, à sortir de la barbarie et à cultiver les beaux-arts, les Italiens furent les premiers musiciens et que la Société des Nations profita de leur lumière pour perfectionner cet art. Le fait ne me paraît pas véritable. L'Italie fut bien alors le berceau de l'architecture, de la peinture et de la sculpture, mais la musique renaquit dans les Pays-Bas, où pour mieux dire, elle y fleurissait déjà depuis longtemps avec un succès auquel toute l'Europe rendait hommage. Je pourrais alléguer en preuve Comines et plusieurs autres écrivains, mais je me contenterai de citer un témoin sans reproche et dont la déposition est tellement circonstanciée qu'elle ne laisse plus aucun lieu au doute. C'est un Florentin, Louis Guichardin, neveu du fameux historien français Guichardin. Voici ce qu'il en dit dans un discours sur les Pays-Bas en général qui sert de préface à la description de leurs 17 provinces, livre très connu et traduit en plusieurs langues. Nos Belges sont les patriarches de la musique qu'ils ont fait renaître et qu'ils ont porté à un grand point de perfection. Ils naissent avec un génie heureux pour la cultiver et leur talent pour l'exercer sont si grands que les hommes et les femmes de ce pays chantent presque tous naturellement avec justesse comme avec grâce. En joignant ensuite l'art avec la nature, ils parviennent à se faire admirer par la composition comme par l'exécution de leurs chansons et de leurs symphonies dans toutes les cours de la chrétienté, où leur mérite leur fait faire de si belles fortunes. Je ne nommerai que ceux qui sont morts depuis peu et les vivants. Au nombre des premiers sont Jean Teinturier de Nivelles, dont le rare mérite m'obligera de faire ci-dessous une mention particulière. Josse Duprat, Aubert Orqueguem, Richefort, Adrien Villard, Jean Mouton, Verdelot, Gombert, Loulouvard, Courtier, Créquillon, Clément, Corneille. On compte parmi les vivants Cyprien de la Rosée, Jean Guic, Philippe Dumont, Roland Lassé, Massicourt, Josse Baston, Chrestien, Hollande, Jacques Vasse, Bonmarché, Séverin Cornet, Pierre Hotte, Gérard Tornhout, Hubert Vallerand, Jacques Berchem d'Anvers, André Pevernage, Corneille Verdonck et plusieurs autres répandus dans toutes les cours de la chrétienté, où ils sont comblés de biens et d'honneur comme les maîtres de cet art. En effet, la postérité de Mouton et celle de Verdelot ont été célèbres en France dans la musique jusqu'à nos jours. On observera que Louis Guichardin, qui mourut l'année de l'avènement de notre Henri IV à la couronne, parle de la possession où étaient les Pays-Bas de fournir l'Europe de musiciens, ainsi que l'Italie le fait aujourd'hui concurremment avec la France, comme d'une possession qui durait depuis longtemps. L'Italie elle-même, qui pense maintenant que les autres peuples ne savent en musique que ce qu'ils ont appris d'elle, faisait venir ses musiciens de nos contrées avant le dernier siècle et payait alors le même tribut à l'art des ultramontains qu'elle prétend recevoir aujourd'hui de tous les peuples de l'Europe. Il me souvient bien d'avoir lu dans les écrivains italiens plusieurs passages qui le prouvent, mais je crois devoir épargner au lecteur la peine de les lire. Est à moi celle de les retrouver. Je ne pense pas qu'il demande d'autres preuves que le passage de Guichardin que j'ai cité. Je me contenterai donc d'alléguer encore un passage du Corio qui nous a donné une histoire de Milan si curieuse et si connue de tous les savants. Dans tout le récit que le Corio fait de la mort du duc Galeas Sforza Visconti, qui fut assassiné en 1476 dans l'église de Saint-Étienne de Milan, il dit « Le duc aimait beaucoup la musique, et même s'il tenait à ses gages une trentaine de musiciens ultramontains auxquels il donnait de gros appointements. Un d'eux, nommé Cordier, touchait du prince 100 ducats par mois. » L'erreur de croire que les Italiens fussent les restaurateurs de la musique en Europe, ajoutait le poète dont je parle, dans une autre erreur, c'est de faire un Italien de Roland Lassé, un des musiciens des Pays-Bas loué par Guichardin. Ce poème le cite donc sous le nom d'Orlando Lasso, et il nous dit qu'il fut un des premiers réparateurs de la musique. Mais cet Orlando Lasso, quoiqu'on le trouve dans quelques auteurs mal informés, avec ses deux noms terminés à l'italienne, n'en était pas plus italien que le Ferdinando Ferdinandi de Scarron, qui était natif de Caen, en France. La méprise vient de ce que Roland Lassé
a pris à la tête de plusieurs œuvres dont les paroles sont latines, le surnom d'Orlandus Lassus en latinisant son surnom suivant l'usage de ce temps-là. Quelqu'un, prévenu que tout bon musicien devait être italien, aura donné à ces deux noms la terminaison italienne en les traduisant en français. Roland Lassé était français, ainsi que la plupart des musiciens cités par Guichardin, à prendre le nom de français dans sa signification la plus naturelle, qui est de signifier tous les peuples dont la langue maternelle est le français sous quelque domination qu'il soit né. Comme un homme né à Strasbourg est allemand, quoiqu'il soit né sujet du roi de France, de même un homme né à Mons, en Hainaut, est français, quoiqu'il soit né sujet d'un autre prince, parce que la langue française est dans le Hainaut la langue naturelle du pays. Or, Roland Lassé, qui mourut sous le règne de notre roi Henri IV, était de Mons, comme on le peut voir dans l'histoire de Tout, qui fait un éloge assez long de ce musicien. On ne saurait même dire que Lassé puisse être réputé italien, parce que l'Italie aurait été sa patrie d'élection. Après avoir demeuré en différents endroits de l'Europe, il mourut au service de Guillaume, duc de Bavière, et il fut enterré à Munich. Enfin, ce musicien est postérieur à Gaudimel et à plusieurs autres musiciens célèbres du temps de Henri II et de François Ier. Revenons aux opéras et à l'énergie que le chant donne au vers. Ce que l'art du musicien ajoute à l'art du poète supplée en quelque façon à la vraisemblance, laquelle manque dans ce spectacle. Il est contre la vraisemblance, me dira-t-on, que des acteurs parlent toujours en vers alexandrins, comme ils le font dans nos tragédies ordinaires. J'en tombe d'accord, mais la vraisemblance est encore bien plus choquée par des acteurs qui traitent leurs passions, leurs querelles et leurs intérêts en chantant. Le plaisir que nous fait la musique répare néanmoins ce défaut. Ces expressions rendent aux scènes des opéras le pathétique que le manque de vraisemblance devrait leur ôter. On pleure donc aux scènes touchantes des opéras, ainsi qu'aux scènes touchantes des tragédies qui se déclament. Les adieux d'Iphigénie à Clytemnestre ne firent jamais verser plus de larmes à l'hôtel de Bourgogne que la reconnaissance d'Iphigénie et d'Oreste en ont fait répandre à l'opéra. Despréaux aurait pu dire de l'actrice qui faisait le personnage d'Iphigénie dans l'opéra du Guichet il y a quelques années ce qu'il a dit de l'actrice qui faisait le même personnage dans la tragédie de son ami. Jamais Iphigénie, en Olide et immolée, n'a coûté tant de pleurs à la Grèce assemblée que dans l'heureux spectacle à nos yeux étalé, en a fait sous son nom verser la chant mêlée. Enfin, les sens sont si flattés par le chant des récits, par l'harmonie qui les accompagne, par les chœurs, par les symphonies et par le spectacle entier que l'âme qui se laisse facilement séduire à leur plaisir veut bien être enchantée par une fiction dont l'illusion est palpable pour ainsi dire. La fidélité naît du plaisir. Je parle du commun des hommes, ainsi qu'il est plusieurs personnes qui, pour être trop sensibles à la musique, s'en tiennent aux agréments du chant, comme à la richesse des accords, et qui exigent d'un compositeur qu'il sacrifie tout à ses beautés. Il est aussi des hommes tellement insensibles à la musique et dont l'oreille, pour me servir de cette expression, est tellement éloignée du cœur que les chants les plus naturels ne les touchent pas. Il est juste qu'ils s'ennuient à l'opéra. L'art du musicien ne saurait compenser le plaisir que leur fait perdre le défaut de vraisemblance, défaut essentiel pour un poème et cependant inséparable de l'opéra. Quels vers sont les plus propres à être mis en musique? Après cela, j'oserais décider que généralement parlant, la musique est beaucoup plus efficace que la simple déclamation, que la musique donne plus de force aux vers que la déclamation, quand ces vers sont propres à être mis en musique. Mais il s'en faut infiniment que tous les vers y soient également propres et que la musique leur puisse prêter la même énergie. Nous avons dit en parlant de la poésie du style qu'elle devait exprimer avec des termes simples les sentiments, mais qu'elle devait nous présenter tous les autres objets dont elle parle sous des images et des peintures. Nous avons exposé en parlant de la musique qu'elle devait imiter dans ses chants les tons, les soupirs, les accents et tous ces sons inarticulés de la voix qui sont les signes naturels de nos sentiments et de nos passions. Il est très aisé d'insérer de ces deux vérités que les vers qui contiennent des sentiments sont très propres à être mis en musique et que ceux qui contiennent des peintures n'y sont pas bien propres. La nature fournit elle-même, pour ainsi dire, les chants propres à exprimer les sentiments.
Nous ne saurions même prononcer avec affection les vers qui contiennent des sentiments tendres et touchants, sans faire des soupirs, sans employer des accents et des ports de voix qu'un homme doué du génie de la musique réduit facilement en un chant continu. Je suis certain que Lully n'a pas cherché longtemps le chant de ces vers que dit Médée dans l'opéra de Thésée. Mon cœur aurait encore sa première innocence s'il n'avait jamais eu d'amour. Il y a plus, l'homme de génie qui compose sur des paroles semblables trouve qu'il a fait des chants variés, même sans avoir pensé à les diversifier. Chaque sentiment a ses tons, ses accents et ses soupirs propres. Ainsi, le musicien, en composant sur des vers tels que ceux dont nous parlons ici, fait des chants aussi variés que la nature même est variée. Les vers qui contiennent des peintures et des images, et ceux qu'on appelle souvent par excellence de la poésie, ne donnent pas aux musiciens la même facilité de bien faire. La nature ne fournit presque rien à l'expression. L'art seul aide le musicien qui voudrait mettre en chant des vers tels que ceux où Corneille fait une peinture si magnifique du triumvirat. Le méchant par le prix au crime encouragé, le mari dans son lit par sa femme égorgée, le fils tout dégoûtant du meurtre de son père et sa tête à la main demandant son salaire. En effet, le musicien, obligé de mettre en musique de pareils vers, ne trouverait pas beaucoup de ressources pour sa mélodie dans la déclamation naturelle des paroles. Il faut donc qu'il se jette dans des chants plutôt nobles et imposants qu'expressifs, et parce que la nature ne l'aide pas à varier ses chants, il faut encore qu'ils deviennent à la fin uniformes. Comme la musique n'ajoute presque point d'énergie aux vers, dont la beauté consiste dans des images, quoiqu'elle en émousse la force en ralentissant leur prononciation. Un bon poète lyrique, quelque riche que sa veine puisse être, ne mettra guère dans ses ouvrages de vers pareils à ceux de Corneille, que j'ai cités. Ainsi le reproche qu'on faisait à Quinault, quand il composa ses premiers opéras, que ses vers étaient dénués de ces images et de ces peintures qui font le sublime de la poésie, se trouve un reproche mal fondé. On comptait pour un défaut dans ces vers ce qui en faisait le mérite, mais on ne connaissait pas encore en France en quoi consiste le mérite des vers faits pour être mis en musique. Nous n'avions encore composé que des chansons, et comme ces petits poèmes ne sont destinés qu'à l'expression de quelques sentiments, ils n'avaient pas donné lieu à faire sur la poésie lyrique les observations que nous avons pu faire depuis. Dès que nous avons eu fait des opéras, l'esprit philosophique, qui est excellent pour mettre en évidence la vérité, pourvu qu'il chemine à la suite de l'expérience, nous a fait trouver que les vers les plus remplis d'images, et généralement parlant les plus beaux, ne sont pas les plus propres à réussir en musique. Il n'y a pas de comparaison entre les deux strophes que je vais citer quand elles sont déclamées. La première est de l'opéra de Thésée, écrit par Quinault. Tout repos, innocente paix, heureux, heureux un cœur qui ne vous perd jamais, l'impitoyable amour m'a toujours poursuivi. N'est-ce point assez des mots qu'il m'avait fait? Pourquoi ce Dieu cruel avec de nouveaux traits vient-il encore troubler le reste de ma vie? La seconde est de l'idylle de Sceaux, par Racine. Déjà grondé les horribles tonnerres, par qui sont brisés les remparts, déjà marché devant les étendards, Bellone les cheveux épars, et se flatter d'éterniser les guerres que ces fureurs soufflaient de toutes parts. Il s'en faut beaucoup que ces deux strophes n'aient réussi également en musique. 30 personnes ont retenu la première pour une qui aura retenu la seconde. Cependant, l'une et l'autre sont mises en chant par Lully, qui même avait 10 années d'expérience de plus lorsqu'il composa l'idylle de Sceaux. Mais les premiers renferment les sentiments naturels d'un cœur agité, d'une nouvelle passion. Il n'y entre qu'une image des plus simples, celle de l'amour qui décoche ses traits sur Médée. Les vers de Racine contiennent les images les plus magnifiques, dont la poésie se puisse parer. Tous ceux qui pourront oublier un moment l'effet que font ces vers lorsqu'ils sont chantés préféreront avec raison Racine à Quinault. On convient donc généralement aujourd'hui que les vers lyriques de Quinault sont très propres à être mis en musique par l'endroit même qui les faisait critiquer dans les commencements des opéras, je veux dire par le caractère de la poésie et de leur style. Que ces vers y soient très propres par la mécanique de la composition ou par l'arrangement des mots regardés en tant que de simples sons, c'est de quoi il a fallu convenir dans tous les temps. Des estampes et des poèmes en prose. Je comparerai volontiers les estampes où l'on retrouve tout le tableau, à l'exception du coloris,
aux romans en prose où l'on retrouve la fiction et le style de la poésie. Ils sont des poèmes à la mesure et à la rime près. L'invention des estampes et celle des poèmes en prose sont également heureuses. Les estampes multiplient à l'infini les tableaux des grands maîtres. Elles mettent à portée d'en jouir ceux que la distance des lieux condamnés à ne les voir jamais. On voit de Paris, par le secours d'une estampe, les plus grandes beautés que Raphaël ait peintes sur les murs du Vatican. Un particulier peut même mettre dans son cabinet tout l'esprit et toute la poésie qui sont dans des chefs-d'œuvre dont les beautés semblaient réservées pour les cabinets des princes ou de ceux qui se sont rendus aussi riches qu'eux en maniant leurs finances. De même, nous avons l'obligation à la poésie en prose de quelques ouvrages remplis d'aventures vraisemblables et merveilleuses à la fois, comme de préceptes sages et praticables en même temps, qui n'auraient peut-être jamais vu le jour s'il eût fallu que les auteurs eussent assujetti leur génie à la rime et à la mesure. Les auteurs de la princesse de Clèves et de Télémaque ne nous auraient peut-être jamais donné ces ouvrages s'il avait dû les écrire en vers. Il est de beaux poèmes sans vers comme il est de beaux vers sans poésie et de beaux tableaux sans un riche coloris. Qu'on ne dise point que c'est la partie du coloris qui constitue le peintre, et qu'on n'est peintre qu'autant qu'on sait colorier. C'est alléguer pour preuve une question que je crois même devoir demeurer sans décision. Expliquons-nous.